Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce bilan de Full Gear 2020. Je vais aborder une approche un peu différente du bilan pour les shows de AEW pour deux raisons. D'une part, ils mettent pas à la disposition du public des photos officielles, donc du coup ça rend le montage moins dynamique si vous voulez. Je peux pas montrer de photos de ce dont je parle. Du coup, je vais parler moins des prises, je vais rentrer moins dans le détail. L'autre argument qui fait que je vais moins rentrer dans le détail, c'est que les vidéos sur AEW sont moins regardées. Et le public de AEW a tendance à être un peu chaud, assez peu enclin à ce qu'on soit pas d'accord avec eux, pour pas dire que c'est absolument génial. Alors autant, je reconnais que j'ai un énorme biais d'appréciation envers NXT. J'ai tendance à laisser passer trop de trucs. Ça me rend pas aveugle à certains de leurs défauts, mais c'est vrai que... C'est vrai que les shows de NXT me parlent nettement plus. Beaucoup moins les shows de AEW, et du coup quand je publie des pronostics ou des bilans de AEW, j'ai l'impression de heurter la sensibilité de certains d'entre vous quand je donne un avis qui est le mien, qui se base sur mon ressenti. Je veux dire, je regarde Dynamite toutes les semaines, je regarde pas Dark. Certes, je les suis pas sur Twitter parce que j'ai plus Twitter, mais j'en suis quelques-uns sur Instagram. Bref, je suis le public, je dirais le public moyen plus de AEW. Dans le sens où je rate pas un épisode de Dynamite, quoi. Je tiens pas à me heurter à votre engagement, puis je tiens pas à vous embêter avec des avis qui seraient pas aussi enthousiastes que ceux que vous attendez d'avoir. Maintenant, j'imagine que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo sont ceux qui... C'est intéressant, ça faudrait que je fasse des stats. J'imagine que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo sont ceux qui ne regardent pas du tout le catch. Je sais pas, faudrait que je fasse des stats là-dessus, sur qui regarde quelle vidéo. Pour être sûr de savoir à qui je m'adresse. Dans tous les cas, je pense pas que ce soit nécessaire de parler des matchs au détail près. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler des matchs indépendamment, je vais vous raconter l'histoire qui a été racontée, je vais vous raconter ce que j'ai pensé des matchs, mais je vais pas vous dire il y a eu tel spot, c'était bien, il y a eu tel spot, il y a eu tel spot, il y a eu... Voilà. Je vais rester très dans l'histoire plus que dans la description, si ça a un sens. Voilà. Alors on va commencer avec le pre-show. On a eu Serena Deeb contre Allysin Kay. Serena Deeb est une catcheuse de AEW, elle est l'actuelle championne de NWA, qui est une fédération qui ne fait plus de show en ce moment à cause de la pandémie, qui du coup font défendre leur titre féminin par les spécialistes du catch féminin, j'ai envie de dire. C'est de l'ironie parce qu'ils gèrent très mal leur division féminine. Et là, tu vois, par exemple, dans les pronostics, j'ai eu quelqu'un qui me dit « Oh, tu dis qu'Allysin Kay, tout le monde s'en fout parce que tu la connais pas. Voilà, en vrai, c'est le free agent, donc la catcheuse qui n'appartient pas, qui n'a pas encore signé avec une fédération, la plus en vue du moment. » Oui. Pourquoi ils m'en ont pas parlé à Dynamite? Pourquoi ils ont pas construit ça? C'est vrai, je le savais pas. Mais, je veux dire, je regarde une émission toutes les semaines, quoi, qui aurait pu m'en parler. Voilà, bon bref. J'ai mis B- au match. J'ai mis B- parce que le match était bien, maintenant, quel intérêt, quoi? Quel intérêt à avoir une catcheuse de ton roster qui défend une ceinture, pas de ta fédération, contre une catcheuse sans fédération pour l'instant. C'est vraiment juste un match pour la beauté technique, et techniquement, il était bien. Il était même très bien, voilà. Oui, mon fouet. Il y a Mumus qui tient à vous dire bonjour, en se grattant à la caméra. Après le match, Thunder Rosa, l'ancienne championne de NWA, est intervenue pour défier plus ou moins Serena Deeb, donc j'imagine qu'on va avoir un rematch entre les deux. Ok. Ensuite, on a eu le match Hangman Page contre Kenny Omega. Ils ont commencé par ce match-là, j'ai été très surpris. Parce que je pensais que c'était un des potentiels main events de la soirée. Le match a été entièrement construit sur le fait que les deux hommes se connaissent par cœur, donc ils ont esquivé toutes leurs prises signature, toutes leurs prises habituelles. Le match a été très bon. Alors je lui ai mis A- parce que j'ai eu l'impression qu'il n'avait pas duré suffisamment longtemps. J'ai eu l'impression que ils auraient pu faire durer encore un peu plus le match, que ça aurait pu être un petit peu plus difficile pour Kenny Omega de battre Hangman Page. Mais c'était le bon choix. Kenny Omega construit une réputation de meilleur catcheur que Hangman Page. Il faut que le jour où Hangman Page va battre Kenny Omega, ça veuille vraiment dire quelque chose. Oui, mon fouet. Du coup, voilà. Le match était excellent. J'aurais bien aimé qu'il y en ait un peu plus. Est-ce que c'est... Ah oui, j'ai la barre du... D'accord, j'ai la barre de la porte-fenêtre sur la gueule. Oh, c'est fantastique. Je vais mettre par là. Voilà. Le soleil. C'est dans le pseudo, finalement. Alors, ensuite, nous avons Orange Cassidy contre John Silver. J'ai mis B à ce match. J'ai été très surpris. J'ai été très surpris par la qualité du catch de John Silver. John Silver qu'on voit pas très souvent catcher parce qu'il a une position de jobber. Il a une position... En fait, John Silver fait partie du Dark Order, la faction menée par Brody Lee, une espèce de culte, espèce de secte. Alors, autant Orange Cassidy, il est présenté comme un catcheur de très haut niveau, c'est-à-dire qu'il a battu Chris Jericho 2 fois. Chris Jericho qui est l'un des 2 seuls champions mondiaux de AEW.
et une légende du catch. Et John Silver, il fait partie des échelons les plus bas du Dark Order. C'est-à-dire que il y a Brody Lee, il y a Evil Uno et Stu Grayson. En dessous, ou à peu près au niveau, il y a Colt Cabana. En dessous, il y a Preston Vance, celui qui se fait appeler 10 dans le Dark Order. En dessous, il y a les trois qui restent, c'est-à-dire Alan Angels, qui est le numéro 5, et John Silver et Alex Reynolds, qui sont les numéros 3 et 4. Et à part, il y a Anna Jay, parce qu'on peut pas la comparer, c'est une femme, donc elle est pas dans la même, elle est pas dans la même division. Donc du coup, que John Silver tienne le match par rapport à Orange Cassidy, ça m'a beaucoup perturbé. Je me suis dit, attends, si John Silver est à peu près au niveau d'Orange Cassidy, ça fait que John Silver est à peu près au niveau de Chris Jericho. Pourquoi est-ce qu'il joue les troufions dans le Dark Order? Alors, ça a vachement mis en avant John Silver, ça je dis pas, c'est cool, mais il y avait un problème de cohérence pour moi, il y avait un problème de lecture de lecture de placement dans la carte. Parce que si John Silver est à ce niveau-là, pourquoi il n'y a pas sa feud à lui? Pareil, on m'a fait remarquer, ouais mais il est très drôle dans Being the Elite, qui est le show YouTube des Young Bucks. Le public l'apprécie vraiment beaucoup sur Being the Elite. Oui, mais Being the Elite, s'il faut regarder absolument tout pour comprendre l'histoire qu'il y a pour le PPV, j'ai pas le temps, quoi, et on est assez peu nombreux à avoir le temps. Je veux dire, la WWE prend déjà énormément de temps de ma semaine. Si je dois regarder tout AEW, c'est pas possible. Il y a Being the Elite, il y a AEW Dark, il y a effectivement il y a les réseaux sociaux, il y a All Elite Heels, là le truc, la plateforme pour si vous voulez regarder du catch féminin, encore qu'apparemment c'est même pas du catch, ils ont fait une plateforme pour les superstars, enfin les catcheuses de AEW, où j'ai pas compris ce qu'ils font. Je crois qu'elles font des interviews, elles se maquillent, mais je sais pas exactement ce que c'est. Enfin, mettez vos catcheuses sur Dynamite. Enfin, on va pas en parler. Ensuite, la grosse surprise de la soirée, et là encore on va pas être d'accord, Cody contre Darby Allin pour le titre TNT. J'ai mis A. Le match était excellent. Le match était vraiment excellent, ils ont vraiment très bien raconté l'histoire. Darby Allin était l'underdog, était l'inverse d'un favori. Je sais pas s'il y a un équivalent français à underdog. L'inverse d'un favori, Cody était non seulement le champion, mais en plus il a pris du muscle là, récemment pour renforcer sa structure et pour faire plus massif. Du coup, c'était vraiment la rencontre de la force contre la rapidité. Ce qui fait que Darby Allin, comme on me l'a fait remarquer dans ma vidéo pronostic, avait déjà affronté Cody Rhodes. Il a récupéré son nom parce que la WWE avait le copyright du nom Cody Rhodes. Et ils ont fini par l'abandonner cette semaine. Donc maintenant il s'appelle Cody Rhodes. On m'a fait remarquer dans la vidéo pronostic que Cody avait déjà affronté Darby 3 fois, ce qui m'avait complètement échappé. J'ai répondu aux gens qui m'avaient fait remarquer ça, que c'est pas normal que ça m'ait échappé, c'est-à-dire qu'il devrait tout le temps en parler à Dynamite. Là, l'histoire qu'ils avaient, c'était Darby Allin prend le vainqueur entre Orange Cassidy et Cody. Ils auraient pas dû la raconter comme ça, l'histoire. Ils auraient dû dire, Cody bat Orange Cassidy, et une fois que cette rivalité-là est finie, Darby Allin arrive et dit, cette fois-ci, je suis prêt à te battre. On s'est déjà affronté 3 fois. Depuis, j'ai mûri et maintenant, je peux te battre. Voilà, ils auraient dû raconter l'histoire comme ça. Et effectivement, à chaque fois, Darby arrivait encore plus près de la victoire. Le truc qui fait que j'aime pas beaucoup la façon dont Darby Allin a gagné, parce que Darby a fini par gagner, c'est que il a fait un tombé surprise à la fin du match. Il a pris Cody Rhodes par surprise. Et pour moi, ça le rend vraiment très faible comme champion. C'est-à-dire que Darby a vaincu Cody une fois sur 4 matchs, et c'était presque par chance. C'est comme si tu t'as aucune chance de faire un truc, mais à force de le faire, tu vas y arriver. Et là, c'est pareil, j'ai l'impression que Darby Allin, il a fallu qu'il s'y reprenne à 4 fois, et là, c'est passé de justesse. Donc Darby Allin contre Lance Archer, ou contre Brian Cage, ou contre d'autres gars que Cody a battu, je le vois vraiment pas gagner. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Je pense que c'est bien que Darby Allin soit champion, parce que c'est un nouveau catcheur vraiment très chaud du roster de AEW. Donc c'est chouette, j'attends de voir. Là, je suis pas hypé, mais je compte sur AEW pour me re-hyper derrière. Ensuite, très bonne surprise là encore de Nyla Rose contre Hikaru Shida. J'ai mis B+ au match, sachant qu'il y allait avec vraiment zéro histoire. Mais zéro. Et si vous essayez de me dire mais elles se sont déjà affrontées une fois et... Non, c'est pas une histoire. Au bout d'un moment, une histoire, c'est une histoire. C'est-à-dire que tu racontes une histoire. C'est pas tu rattrapes les meubles avec des éléments qu'effectivement il y avait. C'est pas ça une histoire. Mais elles ont réussi à raconter une histoire au sein même du match. Ce qui prouve encore une fois que elles sont vraiment excellentes. Les catcheuses de AEW sont vraiment excellentes et c'est un peu les cruiserweights de la WWE. C'est-à-dire, ils sont vraiment très très bons. Faites-leur faire des trucs, quoi. J'en reviens pas que Mustafa Ali soit pas déjà champion, quoi. Pas champion du monde, mais... et encore pas champion du monde
pourquoi pas. Bref, donc elles ont réussi à raconter un match, une histoire dans le match. L'histoire étant que Nyla Rose était un peu trop arrogante envers Hikaru Shida, elle essayait de voler sa prise de finition quand elle a fait une prise qui aurait pu finir le match, plutôt que de faire le tomber, elle a relevé Hikaru Shida elle-même pour dire non j'ai pas fini de la battre. Et là je me suis dit ah, Nyla Rose pêche par prétention, elle va perdre comme ça. Et plus tard dans le match, Hikaru Shida a fait la même et je me suis dit oh c'est tellement cool, non tu vas perdre. Voilà, raconter une histoire, engager le spectateur pendant le match, elles ont vraiment été très très fortes pour ça. Et Hikaru Shida est sorti grandi de ce match. Quel dommage qu'on la voit pas régulièrement à Dynamite. Donc voilà, B+, Shida est toujours championne. J'aimerais être hypé. J'aimerais vraiment me dire qu'est-ce que l'avenir réserve à Shida. Mais je sais ce que l'avenir lui réserve, elle va retourner dans le public et je vais être dégoûté. Ensuite, match de la soirée, FTR contre les Young Bucks. Ce match a été une déclaration d'amour au catch par équipe. Là aussi, ils ont merdé sur la construction sur le build-up du match, sur l'histoire. D'après moi, j'ai vu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, mais bon, on va pas épiloguer. Le match a été exceptionnel, c'est-à-dire que le match a vraiment été tourné autour de l'image miroir entre ce que sont les Young Bucks et ce que sont FTR. FTR, c'est le style de catch d'avant la WWF, c'est-à-dire le catch qu'il y avait sur l'ère territoriale, je sais pas si on peut parler comme ça, à l'époque, avant que la WWF prenne le contrôle sur tout. Je dis 3 fois W, c'est normal, c'est comme ça qu'elle s'appelait avant. Avant que la WWF prennent le contrôle sur tout, il y avait une promotion par territoire, si vous voulez, dans les États-Unis. Puis la WWF a tout acheté, enfin a pris le contrôle sur l'ensemble du territoire. Mais à cette époque-là, à l'époque des territoires, c'était vraiment un catch basé sur il faut que ça fasse vrai, quoi. C'est-à-dire basé sur les prises et les coups et la dureté et le travail au sol, quoi, si vous voulez. Et ça, c'est FTR, c'est le catch qu'ils incarnent. Et en face de ça, il y a les Young Bucks qui font un catch beaucoup plus moderne, beaucoup plus, j'allais dire années 90, mais franchement même aujourd'hui, c'est-à-dire un catch où tu sautes de la 3e corde, tu rebondis sur la 3e corde, tu sautes par-dessus la 3e corde, enfin tu rebondis dans tous les sens, tu as un catch beaucoup plus spectaculaire, moins crédible, mais plus spectaculaire. Et du coup, c'était vraiment la rencontre entre ces deux types de catch qui s'affrontaient. Matt Jackson était blessé à la cheville avant le match. Dax Harwood s'est blessé à la main pendant le match, c'est-à-dire que l'un a besoin de sa jambe, l'autre a besoin de ses mains. Et du coup, cette symétrie a fait que le match a gagné un peu en... C'est rééquilibré, quoi. Les Young Bucks partaient perdants, mais le match s'est rééquilibré. Et alors, il y a eu mes 2 passages préférés, ça a été des callbacks, des rappels aux prises d'autres équipes qui ont inspiré et qui ont construit les 2 équipes. Notamment, les Young Bucks ont fait un Dudley Death Drop, la prise de finition des Dudley Boys, qui était une équipe iconique des années 90 et du début des années 2000. Et ils ont fait un Twist of Fate et un Phantom Bomb, qui sont les prises de finition des Hardy Boys qui ont travaillé à la WWF, puis eux, pareil, fin des années 90, début des années 2000. Et ça, j'ai adoré. J'ai pas crié, mais j'ai fait oh. J'étais très content quand FTR ont fait la prise de finition de DIY. Donc DIY, c'est Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Je suis retombé amoureux du catch avec cette rivalité entre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. J'ai pas connu DIY à l'époque où ils étaient en équipe. J'ai connu DIY à l'époque où ils étaient déjà, où Ciampa avait déjà trahi Gargano. Mais ces 2 gars-là, enfin cette prise de finition-là, le Meet in the Middle, c'est, voilà, quand je les ai vus faire, il y a des prises qui ont une signification émotionnelle, quoi, pour toi. Et celle-là en fait complètement partie. Donc voilà, voir FTR faire le Meet in the Middle, ça a vraiment eu un écho chez moi, parce que The Revival ont eu une excellente rivalité avec DIY et avec les Authors of Pain quand ils étaient à NXT, qui était leur meilleur run jusqu'à ce qu'ils arrivent à AEW. Et il y a eu un autre écho à cette rivalité, c'est quand les Young Bucks ont fait un sharpshooter tous les 2 sur sur FTR. Je sais que j'avais dit que je parlerais pas de spot, mais bref, ils ont fait une prise de soumission, chacun des Young Bucks sur chacun des FTR, et FTR ont essayé de s'attraper la main. C'est comme ça qu'ils ont perdu le titre à NXT. Pendant que Tommaso Ciampa et Johnny Gargano leur faisaient une prise de soumission, donc Dax Harwood et Cash Wheeler, qui s'appelait pas comme ça à l'époque, ont essayé de s'attraper la main pour s'empêcher d'abandonner, et ils ont quand même abandonné. Et je trouve ça génial qu'ils aient refait ce spot-là. Ce match a été exceptionnel. Donc je lui ai mis A+, j'ai vraiment hésité à lui mettre un S. La fin du match est arrivée quand l'un des 4 gars a trahi ce pourquoi il se battait. C'est-à-dire que Cash Wheeler a fait un flip, quoi. C'est-à-dire a fait un springboard 450. J'avais dit que je parlerais pas des spots. Globalement, il a fait un spot spectaculaire où il a fait des tournicotis, voilà, ça comme ça. Et ça a pas marché. Matt Jackson, qui était sur le ring, l'a esquivé et a porté un super kick avec sa cheville à moitié pétée sur la tronche de Cash Wheeler pour la victoire. Et après le match,
Kenny Omega est arrivé pour célébrer la victoire avec les Young Bucks. Et il y avait Hangman Page, donc il faisait aussi partie de The Elite, qui est resté dans le tunnel de l'entrée. Et ça, c'était très fort. C'est là que j'ai eu des frissons, et je me suis dit, oh, Hangman Page, du fait qu'il ait perdu contre Kenny Omega, ça a détruit le peu qu'il avait de confiance en lui. Enfin, le peu qu'il restait de confiance en lui. Il se dit, je suis même pas au niveau d'aller célébrer avec eux. Je suis même pas... Parce que c'est pas une question de rancœur, parce que cette semaine à AEW, à Dynamite, il est venu aider les Young Bucks quand ils se sont fait attaquer par FTR. Donc c'est vraiment juste une question de... Il se considère même plus au niveau, quoi. Il veut pas aller les voir. Il a honte de lui. C'est-à-dire que Kenny Omega est au niveau, Kenny Omega l'a battu, les Young Bucks sont devenus champions. Lui, Hangman Page, est celui qui perd. Il mérite rien, il vaut rien. Et j'ai hâte de voir ce qu'Hangman Page va devenir. Il allait déjà mal, il va aller de plus en plus mal. Et rien de tel pour construire de l'empathie avec un personnage. Que de se dire, il faut que tu gagnes, il faut que tu y ailles. T'es un gagnant, il faut que tu retrouves ça en toi. La plupart des défenses de titres que Hangman Page et Kenny Omega ont eu, elles ont été remportées grâce à Hangman Page. Faut qu'il retrouve ce feu, quoi. Vous savez quoi? Je veux qu'Hangman Page soit le premier à sortir du One Winged Angel. La prise de finition de Kenny Omega. Je veux ça. Et je mettrai un S au match où ça arrivera. Peut-être qu'il faut pas, j'en sais rien, je suis peut-être dans l'émotion du moment. Écoutez, j'ai adoré ce match. Voilà. Ensuite, la grosse daube. Alors là, on peut pas faire plus grand écart. Sammy Guevara contre Matt Hardy. On peut faire plus grand écart, mais on l'a pas fait. Sammy Guevara contre Matt Hardy dans un Elite Deletion match. Alors, je vous ai dit que c'était pas trop mon genre. Que c'était pas mon délire, et globalement j'étais parti pour mettre un C+ au match, parce que c'était genre, je vois pas bien l'intérêt, mais il s'amuse, bon, écoute, parce que c'est vraiment l'humour de Matt Hardy qui, avec moi, fonctionne pas, quoi, c'est-à-dire, il y avait des caméos improbables, ils se sont tirés dessus avec des feux d'artifice, ça se passait devant chez Matt Hardy, c'était un match cinématique, il y a des gens qui sont intervenus, voilà, bon... Je me suis dit, au moins, ils ont l'air de s'éclater, c'est pour ça que j'allais prêt à mettre un C+. Et puis, on a fini par tomber sur un D-. Pourquoi est-ce qu'on a fini par tomber sur un D-? C'est parce que, à la fin du match, ils se sont mis à refaire tous les spots qui ont blessé Matt Hardy dans leur rivalité. Tous les spots qui m'ont fait dire dans les pronostics, j'ai pas envie que cette rivalité continue, ils les ont refaits à la fin du match. C'est-à-dire que Matt Hardy a fait un spear sur Sammy Guevara qui est tombé à travers 2 tables, et ils ont mis du sang sur le sol au niveau de la tête de Sammy Guevara. Je me suis dit, putain, c'est de très mauvais goût, quoi. On s'est vachement inquiété pour Sammy Guevara quand c'est arrivé. Vous recréez ce truc-là, c'est d'hyper mauvais goût. Ensuite, Matt Hardy a mis un coup de chaise dans la face de Sammy Guevara avec le tranchant de la chaise, enfin avec le bord de la chaise, ce qui est la façon dont Sammy Guevara avait déjà blessé Matt Hardy, et on s'était hyper inquiété pour Matt Hardy, et ils le refont. Là, j'étais dans le D. Là, j'étais dans la catégorie D. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis un D-. Et à la fin, Matt Hardy a mis un coup de chaise dans la tête de Sammy Guevara pour la victoire. Donc là, je me suis dit, bon, c'est vraiment très indélicat de leur part, c'est vraiment nul. Et en plus, à la fin, ils ont mis Sammy Guevara dans une poubelle, et ils ont mis la poubelle dans un truck, voilà, et la poubelle est partie. Et à la fin, Matt Hardy a célébré avec tous les babyface qui étaient là, c'est-à-dire qu'il y avait Private Party qui était intervenu pour aider Matt Hardy qui était là pour célébrer, il y avait la femme de Matt Hardy qui était là pour célébrer, il y avait The Hurricane, un catcheur que j'aime beaucoup qui était à la WWE avant, qui a fait un caméo dans ce match-là, qui était là pour célébrer, et je me suis dit, comment c'est pas un double turn? Comment est-ce que Matt Hardy est pas devenu heel et Sammy Guevara face avec ce truc-là? Il a massacré ce pauvre gamin, et à la fin on est censé être pour lui, à la fin on est censé être content de ce qui se passe là. Non, je veux voir Matt Hardy, Matt Hardy perdre. Je veux voir Matt Hardy payer pour avoir défoncé la tronche d'un gamin, quoi. Certes, Sammy Guevara est une ordure, mais les trucs qu'il a fait, c'était des accidents. Et pour le coup, des vrais accidents. Très, très mauvaise... Enfin voilà, pour moi, très mauvaise gestion du truc. J'ai mis un D-, et je me trouve généreux, parce que quand on m'en entend parler, c'est plus dans le E. Mais je pense pas que des personnages aient vraiment perdu. Je mets un E quand j'estime que ça a été dommageable pour les personnages, pour l'histoire, ou voilà. Là, je pense pas qu'on y est, donc on va rester sur D-, mais ouais, grosse déception, et pourtant j'en attendais rien. Ensuite, on a eu le match MJF contre Chris Jericho. Si MJF gagne, il rejoint l'Inner Circle. Je lui ai mis un B, c'était un match rigolo, surtout jouer leur rôle, c'est-à-dire que le public était largement pour Chris Jericho. MJF a fini par gagner en surprenant Chris Jericho avec un tombé surprise, avec un roll-up. J'ai pas grand-chose à dire au sujet de ce match. Si, il y a un truc un peu mignon, c'est que MJF a gagné en utilisant une technique qu'avait utilisée Eddie Guerrero, qui est un catcheur qui est décédé il y a quelques temps. C'est une technique qu'ils font aussi à la WWE de temps en temps, mais qui porte la marque de Eddie Guerrero. C'est, tu vas pour attaquer ton adversaire avec une chaise, quand l'arbitre regarde pas,
Et quand tu vois que l'arbitre commence à se retourner, tu mets un coup par terre, tu lances la chaise à l'ennemi et tu t'affales sur le sol. Comme ça, quand l'arbitre se retourne, il a l'impression que ton adversaire vient de t'attaquer avec une chaise et du coup, sonne la disqualification. Là, c'est pas exactement ce qui s'est passé. MJF allait utiliser la bague dont il se sert pour tricher. Il a échoué. Chris Jericho allait utiliser la batte dont il se sert pour tricher. Et avant que Chris Jericho ne frappe MJF lui a fait un doigt et est tombé sur le sol. Et l'arbitre a vu Chris Jericho avec la batte. Elle s'est dit, je vais peut-être te disqualifier là parce que je sais pas, mais j'ai l'impression que tu l'as. Et pendant qu'elle se posait la question, MJF a fait le roll-up pour la victoire. B. Et du coup, MJF et Wardlow rejoignent l'Inner Circle. Là, par contre, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner parce que je pense que ça va être très drôle et je pense que ça va être très intéressant. Et enfin, on a eu un match excellent, un excellent main event. John Moxley contre Eddie Kingston pour le titre mondial de AEW. Dans un high quit match. Le match a été extrêmement violent. Évidemment, les gars ont saigné. Je lui ai mis A-, je sais pas si je l'ai déjà dit. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis A-. Ça a été un match violent. Il y a eu la batte de baseball entourée de barbelés, signature de John Moxley. Parce que, n'est-ce pas, ceux qui suivent Walking Dead vont penser à Negan, mais une batte de baseball entourée de barbelés pour les fans de catch, c'est John Moxley. Eddie Kingston a mis des punaises sur le sol et a fait tomber John Moxley dessus. Et après, il est allé chercher l'alcool à 90 degrés qui était sur la table du médecin qui est aux abords du ring et a versé de l'alcool sur le dos de Moxley. Bon, moi, il était désinfecté, c'est bien. Ça m'a fait faire... Et le match s'est terminé. Et c'est pour ça que j'ai mis un A-. J'ai été un peu déçu par la fin du match. Parce que j'avais vraiment la hype. Kingston ne va jamais abandonner. Il a bien expliqué que c'était le seul truc qui importait pour lui, que c'était le truc le plus précieux pour lui. Et il a abandonné quand Moxley lui a fait une prise d'étranglement avec des barbelés sur son avant-bras. Bon, dit comme ça, évidemment, c'est extrêmement brutal et bien sûr que n'importe qui aurait abandonné. Mais j'avais l'impression que pour la hype du match, pour la façon dont le match avait été construit, pour la volonté de faire qu'affichait Eddie Kingston, c'était pas suffisant. Pour moi, il aurait vraiment fallu que Kingston se retrouve dans l'impossibilité technique de continuer pour abandonner. C'est-à-dire il aurait fallu que John Moxley lui casse, dans le kayfabe évidemment, lui casse une jambe et lui casse un bras, que Kingston soit même plus en état de se battre, et qu'il finisse par reconnaître intellectuellement, si vous voulez, il faut que j'abandonne, je peux plus me battre. Que là voilà, il a juste très sévèrement douillé, et donc il a abandonné. Pour moi, ça aurait pas dû suffire. Pour moi, il n'y avait pas un seuil de douleur que Kingston n'aurait pas pu encaisser pour aller chercher cette ceinture. Donc voilà, un peu déçu, mais le match a été très bon, très brutal. Par exemple, j'ai nettement préféré le match de Roman Reigns contre Jey Uso, parce qu'on est obligé de les comparer. Je veux dire, il y a eu 2 high quit matchs à moins d'un mois d'intervalle. J'ai préféré le match Roman Reigns contre Jey Uso parce que Jey Uso, voilà, avait fait comprendre que lui n'abandonnerait pour gain, et Roman Reigns a été obligé d'être inventif pour réussir à le faire abandonner. Que là, John Moxley a juste dû lui faire vraiment très mal pour qu'il abandonne. Donc voilà, une petite déception, mais une toute petite déception. Je vais faire mon bilan maintenant, je vais entrer les notes pour voir où est-ce qu'il se situe dans le classement de l'année, parce que je l'ai pas fait encore. Magie du montage, je vous dis ce que j'en ai pensé. Alors, d'après mes stats, c'est le 2e meilleur show de AEW de l'année, derrière Double or Nothing. C'est le 11e meilleur show de l'année. Faudrait que je fasse mieux mon tableau, parce que j'ai compté certains événements hebdomadaires, là, les PPV qui n'étaient pas des PPV, c'est-à-dire des épisodes spéciaux de NXT et de AEW, mais je les ai pas tous comptés, donc faudrait que je me mette d'accord sur si ça compte ou si ça compte pas. Donc voilà, 2e meilleur show de AEW avec une note moyenne de B+. Donc ouais, non, c'est bien. Et donc les points bonus, j'ai eu beaucoup de mal à accorder mes points bonus, parce que dépendant ce que mes points bonus veulent dire, est-ce que c'est la performance pour le show, ou est-ce que dans le show, ou est-ce que c'est ce que ça a généré comme hype pour la suite. Bah, c'est pas les mêmes noms. Je vais vous dire ce que j'ai mis, mais je suis pas... voilà, je suis pas super confiant de ce à quoi j'ai mis ces notes-là. J'ai mis 6 points pour les Young Bucks, j'ai mis 5 points pour John Moxley, 4 points pour Eddie Kingston, 3 points pour FTR, 2 points pour Hikaru Shida et 1 point pour John Silver. Vous voyez, il y a des noms comme Kenny Omega et Hangman Page qui sont pas dans la distribution des points. Il y a Darby Allin qui est pas dans... Mais Darby Allin, je vous expliquais que j'avais l'impression qu'il était relativement faible comme champion, enfin qu'il était présenté de façon relativement faible comme champion. J'ai pas mis MJF ni Chris Jericho, je sais pas. Mais écoutez, de toute façon, on arrive à la fin de l'année, il va plus y avoir énormément de changements dans les notes. Peut-être qu'Eddie Kingston finira par atteindre le top 50. Ça me semble difficile. Ça me semble difficile parce qu'il a vraiment eu très peu de temps pour rejoindre le top 50. En tout cas, il a vraiment eu un très bon run le temps qu'il a duré en 2020. Et j'espère que ça continuera pour qu'on puisse l'inclure dans le Statch annuel 2021. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous quand
Mais en fait, là, je suis libre. Là, ça y est, le 50-50 sur Shining est fini, le commentaire du 50-50 sur Shining est fini, l'analyse plan par plan du 50-50 sur Shining est fini. Je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. Je sais que sur Link the Sun, on va se revoir pour la parenthèse sur les 20 détails qui tuent dans Shining. Mais alors, pour le reste, l'avenir nous le dira. La prochaine fois qu'on parle de catch, c'est pour les pronostics de Survivor Series. Et du coup, le bilan de Survivor Series servira à faire un stage sur le mois de novembre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu en partant, parce que c'est pas parce que vous êtes peu nombreux à regarder les bilans de AEW qu'il faut zapper le bon pouce bleu, hein, le bon pouce bleu qui fait plaisir. Abonnez-vous si vous en avez envie et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo si vous en avez envie. Si vous êtes dégoûté de voir que les bilans de AEW sont un peu plus courts, un peu plus restreints, j'espère que vous comprenez mes raisons. Essayez de bien le prendre, essayez de prendre du recul et essayez de vous dire que c'est pas grave. Mais dans tous les cas, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, que des bonnes choses. Et on se donne rendez-vous bientôt pour la suite. Salut tout le monde.